Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type bac de chimie. Mention particulière concernant ce sujet, sa correction n'est actuellement pas disponible sur Labo Lycée, au jour où je publie la vidéo. Donc c'est un sujet de choix pour le bac blanc. Il concerne plusieurs chapitres du programme, à savoir l'oxydoréduction, qui malgré le fait qu'il soit un chapitre de première est bel et bien au programme du bac, et l'évolution spontanée d'un système chimique, incluant bien entendu la dernière partie avec les piles. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter le menu. Nous ferons un rappel du chapitre d'oxydoréduction avec des définitions que vous avez tendance à oublier. Ensuite, nous reverrons comment légender une pile avec des arguments clairs et nets ainsi que les moyens mnémotechniques pour vous en souvenir. Viendra l'étude d'une valeur donnée de K pour déterminer qu'une réaction est totale avec un complément du cours. Ensuite, on fera un récap complet du tableau d'avancement qui met en panique beaucoup d'élèves. Enfin, on calculera la capacité d'une pile, toujours pareil, je vous ferai en passant le rappel des formules de vos cours. Pour ceux qui se sont déjà abonnés et like, je vous remercie encore et toujours, la chaîne continue de progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement YouTube pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, comme toujours, on démarre par une lecture de l'énoncé. Ici, c'est un exercice qui est sur 5 points. Il vous faudra environ 45 minutes pour traiter cet exercice en comptant la relecture. Comme je vous l'ai déjà conseillé dans les annales de Méca, il faut pas perdre trop de temps à lire toutes les informations du sujet. Ici, on va le faire ensemble puisqu'on a le temps, on est à la maison. Par contre, vous, en examen, c'est vraiment important d'être capable de lire en diagonale l'énoncé pour éviter de perdre trop de temps avec des informations qui n'aident pas à la résolution de l'exercice. Les batteries lithium-ion sont devenues une source d'électricité indispensable pour nos dispositifs électroniques portables et portatifs dont la taille ne cesse de se réduire. En outre, du fait de leurs avantages remarquables par rapport aux autres types de batteries, par exemple leur densité de stockage d'énergie supérieure, elles ont permis le développement d'un large éventail d'applications au-delà de leur cœur de cible technologique, notamment pour les véhicules hybrides et électriques. Ensuite, l'énoncé nous donne des données qui seront utiles, elles, pour la résolution de l'exercice. N'hésitez pas devant votre copie à mettre ces informations en évidence, moi je vous les encadre. Ensuite, l'énoncé aborde les caractéristiques de la batterie. L'électrode de phosphate de fer FePO4 du compartiment 1 a une masse petit m FePO4 égale à 4,7 kg. Et lorsque la batterie est chargée, l'électrode du compartiment 2 est recouverte d'une matrice de carbone lithié de formule LiC6 pesant 1,1 kg. Les électrodes plongent dans un électrolyte organique ionique contenant des ions lithium et les deux compartiments sont séparés par une membrane. Sur la droite dans l'énoncé, on peut apercevoir le schéma de la batterie. Alors ici, l'énoncé nous donne les premières informations importantes. On a dans une première partie la masse de FePO4 contenue dans le compartiment 1. Ensuite, l'énoncé nous donne la masse de la matrice de carbone lithié lorsque la batterie est chargée et on nous dit qu'elle pèse 1,1 kg. Donc attention, ici l'énoncé commence à nous donner les informations qui nous permettront éventuellement derrière de calculer les quantités de matière, puisque dans les données au-dessus, on vous avait précisé les masses molaires de ces différents éléments. Pour démarrer, la voiture nécessite une charge électrique QD égale à 45 Ah. Là aussi, information importante, puisque du coup, pour pouvoir démarrer, notre voiture nécessitera que la batterie soit assez chargée. Vous avez tous déjà fait l'expérience, au moins avec votre smartphone, quand il n'y a plus de batterie, du coup, le téléphone s'allume plus. Pour une voiture électrique, quand la batterie est trop faible, la voiture refusera de démarrer. Ensuite, l'énoncé nous donne comme information que lors de la charge de la batterie, les transformations chimiques mises en jeu sont modélisables par deux réactions électrochimiques aux électrodes dont les équations figurent ci-dessous. Libération du lithium dans le compartiment 2, LiC6 solide qui est égal à 6C solide plus Li plus électron. Et enfin, formation du phosphate de fer lithié de formule LiFePO4, donc ça c'est dans le compartiment 1, Li plus électron plus FePO4 solide égale LiFePO4 solide. Ici, il faut être très vigilant puisqu'en fait, l'énoncé nous donne concrètement les demi-équations qui se déroulent aux électrodes. Donc ces informations-là sont vitales. Voilà pour la lecture de l'énoncé, on peut s'intéresser à la question 1. Identifier l'électrode où se produit une oxydation et celle où se produit une réduction. Justifié. Allez, c'est parti pour la rédaction. Allez, c'est parti pour la rédaction de la question 1 et l'énoncé nous demande d'identifier l'électrode où se produit une oxydation et celle où se produit une réduction et on devra justifier la réponse. Alors ici, de ce que je vois en cours particulier, déjà vous commencez à suer et on va faire le rappel de cours pour vous permettre de vous mettre au sec. Alors, je vais vous réécrire les équations de l'année dernière dans le sens de la réduction et dans le sens de l'oxydation. On va commencer par la réduction. Vous avez l'oxydant plus un certain nombre d'électrons qui va être égal au réducteur. Alors attention, ici c'est qu'un schéma, vous avez bien vu l'année dernière
manière qu'on pouvait rajouter des H+, des H2O, mais vraiment si on modélise au plus simple, vous avez les électrons en gros qui sont du côté de l'Occident. Ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe une réduction de la charge puisque les électrons sont négatifs. Donc quand vous avez des demi-équations, vous aurez toujours les électrons qui seront côté Occident. Ensuite, je vais faire de même pour le cas d'une oxydation. On a cette fois le réducteur qui va nous donner Occident plus un certain nombre d'électrons. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? Quand le réducteur se transforme en Occident, au passage, il libère des électrons. Donc ici, on a un gain de charge en fait, puisqu'on perd quelque chose de négatif. C'est pas nécessairement positif pour le réducteur, comme je l'explique à mes élèves en cours particulier. Pensez à un bout de fer dans votre jardin, quand il s'oxyde, il devient tout rouillé, il a pas l'air d'apprécier le moment présent. Quoi qu'il en soit ici, que ce soit positif ou négatif, moi je vous donne les informations pour que vous puissiez identifier le plus simplement possible qui est l'oxydant, qui est le réducteur à partir des demi-équations. Celui qui a les électrons de son côté, c'est l'oxydant. Bien, maintenant que ce rappel est fait, on va se servir des demi-équations qui avaient été fournies dans l'énoncé. Je vous invite à revenir sur la lecture de l'énoncé si vous l'avez pas consulté. Dans le compartiment 2, il y a libération du lithium modélisé par la réaction LiC6 solide égale 6C solide plus Li plus un électron. Ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'électron il est à droite. Donc en fait, on va libérer un électron. C'est donc une oxydation d'après ce que je vous ai expliqué sur le rappel de cours. Bien, on continue notre rédaction. Il y a libération d'un électron, c'est donc une oxydation. On peut s'intéresser maintenant au compartiment 1. Je vous réexplique le raisonnement, mais sinon vous pouvez le rédiger de manière plus courte, bien sûr. Dans le compartiment 1, il y a formation de phosphate de fer lithié modélisé par la réaction Li+, plus électron plus FePO3 solide égale LiFePO4 solide. On identifie cette fois que l'électron il est à gauche, on va donc consommer des électrons, c'est donc une réduction. Il y a consommation d'un électron, c'est donc une réduction. Et voilà pour ce petit rappel de cours pour la première question. Nous voilà maintenant à la question 2, et l'énoncé nous demande de reproduire le schéma de la pile sur lequel on devra indiquer les polarités des électrodes et représenter les porteurs de charge et leur sens de circulation lorsque la pile débite. Alors, même chose ici que la question 1, en général, vous aimez pas trop qu'on vous embête sur le schéma de la pile, et au niveau du fonctionnement, c'est pas très clair, et pourtant, c'est vraiment carré au niveau du fonctionnement. Je vais vous reprendre les éléments du cours importants à bien comprendre pour pouvoir indiquer les informations sur une pile. Alors, on va commencer le rappel par les électrodes. On va s'intéresser à l'électrode où il se produit une oxydation. L'électrode qui est le siège de l'oxydation, c'est l'anode. Et on vous a donné deux moyens mnémotechniques pour vous en souvenir. Oxydation et anode, c'est deux termes qui commencent par une voyelle, et vous pouvez aussi vous en souvenir parce que dans les deux termes, il y a la lettre A. Et je le rappelle, l'anode, c'est le pôle négatif. Ça, par contre, c'est une définition, il n'y a pas de moyen mémotechnique pour vous sauver. Ensuite, l'électrode qui est le siège d'une réduction, c'est la cathode. Et donc la cathode, c'est forcément le pôle positif. Toujours pareil, ça, c'est une définition. Et en moyen mnémotechnique, vous avez le fait que ces deux termes commencent par une consonne. Et même chose, vous avez un deuxième moyen mnémotechnique, c'est que dans les deux termes, vous retrouvez le C. Donc si on regarde dans le premier et la deuxième ligne, vous n'avez pas de A dans la deuxième ligne, vous n'avez pas de C dans la première ligne. Donc, pour ces deux notions, vous avez deux moyens mnémotechniques. Après, vous choisissez celui que vous préférez. Par contre, il faut vraiment en maîtriser un avant le contrôle, le bac blanc ou le bac. Maintenant que ce rappel est fait, on va pouvoir s'intéresser au schéma de la pile. Je vous le réaffiche. On avait dit dans la question précédente que le compartiment 2 était le siège de l'oxydation. Bien, l'électrode du compartiment 2 sera donc notre pôle négatif. Ce sera l'anode. Bien, on peut effectuer le même raisonnement de l'autre côté. C'est une réduction, donc c'est la cathode. Après, une fois que vous avez placé le pôle moins, forcément, l'autre côté, c'est le côté plus. Je reprends le raisonnement pour que vous puissiez bien maîtriser le raisonnement qui est caché derrière. Maintenant, on va s'intéresser aux porteurs de charge. Et pareil, ici, on va faire un petit rappel. De manière générale, les électrons, vous savez tous que ce sont des porteurs de charge négatifs. Donc, ils vont partir du pôle négatif pour aller vers le pôle positif. Bien, à partir de là, au niveau du schéma de la pile, il vous reste plus qu'à compléter le sens de parcours des électrons qui part du moins pour aller vers le plus. Je vous le signale entouré en rouge pour que vous voyez bien que je l'ai rajouté sur le schéma, mais vous l'entourez pas sur le schéma, hein, d'accord? On a une batterie qui est un petit peu particulière puisqu'en fait, vous n'avez pas le pont salin que vous avez éventuellement dans le TP sur la pile. Donc, on peut pas se tromper sur les électrons. Mais quoi qu'il en soit, souvenez-vous que les électrons sont hydrophobes, ils ne se promènent pas dans l'eau. J'ai déjà vu en cours particulier des élèves me placer les électrons sur le pont salin. Bien sûr que non. On place le sens de parcours des électrons sur le circuit électrique et non pas dans la pile. Dans notre énoncé ici, on n'est pas dans un milieu aqueux puisqu'on vous a expliqué qu'on était dans un électrolyte organique ionique. Mais quoi qu'il en soit, ici, attention de bien placer les électrons toujours sur la partie circuit électrique et non pas dans la partie pile. Enfin, étant donné que le chapitre sur l'électricité va pas tarder, je vous précise aussi le sens de l'intensité. L'intensité, par définition, elle est fléchée dans l'autre sens que les électrons. Donc je vous le rajoute en bleu, c'est pas demandé, mais allez, c'est cadeau. Et voilà qui conclut la question 2.
Nous voilà maintenant à la question 3 et l'énoncé nous demande d'écrire l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile. Toujours pareil, on va commencer par un point méthode pour trouver l'équation de fonctionnement d'une pile. La première étape que je conseille à mes élèves, c'est d'écrire les demi-équations dans le bon sens. Je mets bon entre guillemets parce qu'officiellement les demi-équations n'ont pas de sens. Bon sens, c'est par rapport au fonctionnement de la pile. On l'a vu dans la question précédente, on peut considérer un sens réduction, un sens oxydation et qui va correspondre en fait au réel fonctionnement de votre pile. Je ne compte plus le nombre d'élèves qui m'écrivent les demi-équations avec les oxydants côté gauche, réducteurs côté droit, qui font la somme en colonne et qui se retrouvent avec un oxydant qui réagit avec un oxydant pour donner deux réducteurs. Non, c'est pas possible. Donc le simple fait de pouvoir les réécrire dans le sens qui correspond au réel fonctionnement de la pile, ça vous évite cette erreur-là. Ensuite, pour la deuxième étape, on va vérifier que le nombre d'électrons est bien identique dans les deux demi-équations. Comme vous l'avez vu l'année dernière, une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons entre deux couples d'oxydants et de réducteurs. Bien, pour qu'il y ait un échange, il faut bien qu'ils échangent le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, sinon c'est pas un échange, c'est une arnaque. Ensuite, pour l'étape 3, on va effectuer la somme de nos demi-équations équilibrées. Et dernière étape que je vous mets en majuscule, par pitié, n'oubliez pas de simplifier. Des fois, vous êtes tellement content de vous en être sorti avec les demi-équations et tout ça que vous me laissez à la fin des H+ des deux côtés, des H2O des deux côtés. Bon, ici, effectivement, on n'aura pas de H+, de H2O puisqu'on vous a donné les demi-équations. L'énoncé a été vachement sympa sur ce coup-là. Par contre, si vous avez des éléments identiques à gauche et à droite, attention de bien penser à simplifier. Dernière chose dont je vous informe et qui fait pas partie de la méthode, veillez bien à ce qu'à la fin il n'y ait pas d'électrons dans votre équation, sinon c'est que vous êtes planté à l'étape 2. Voilà, maintenant que le rappel est fait, on va pouvoir passer à la rédaction. On connaît les réactions électrochimiques aux électrodes des deux compartiments. Je vous remets les deux équations qu'on nous avait fournies dans l'énoncé. Étape 1 réalisée, on peut passer à l'étape 2 et vérifier le nombre d'électrons. On voit dans la première ligne qu'on a un seul électron, dans la deuxième ligne un seul électron. C'est bon pour l'étape 2 aussi. Ici, on n'a rien à modifier, le nombre d'électrons est égal. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez poser votre addition. Côté gauche, on se retrouve avec tous les termes qui étaient à gauche des égales dans les deux équations précédentes. Attention au milieu, c'est une simple flèche. Si un jour vous trouvez une pile qui se recharge toute seule, vous m'appelez, je peux poser le brevet pour vous. Et de l'autre côté, on fait la somme de tous les éléments qui étaient à droite de nos équations. Ce qui clôture l'étape 3 de la méthode. Enfin, on arrive à l'étape 4, il faut simplifier. Vous vous apercevez ici qu'on a un électron de chaque côté qu'on supprime, et on a un Li+ de chaque côté qu'on peut supprimer aussi. Et voilà pour la simplification. On réécrit une dernière fois notre équation pour que ce soit bien propre. On en déduit l'équation de fonctionnement de la pile. LiC6 solide plus FePO4 solide donne 6C solide plus LiFePO4 solide. Et voilà qui clôture notre question 3. On arrive maintenant à la question 4, et l'énoncé nous informe que la valeur de la constante d'équilibre de la réaction de fonctionnement de la pile à 25 degrés vaut K égale 10 puissance 54. Et l'énoncé nous demande de conclure quant à la transformation chimique mise en jeu dans la pile. Alors ici, la formulation de la question peut être un petit peu déroutante, mais comme vous devez vous en souvenir dans ce chapitre, on cherche à voir le sens d'évolution spontanée. En particulier, dans ce chapitre, vous avez abordé la notion de réaction totale ou non totale. Et en particulier, dans ce chapitre, quelque part. Alors pour certains élèves, c'était pas directement dans leur cours, c'était dans les exercices, d'autres c'était directement dans le livre. Enfin bref, moi je vous le note ici, le rappel pour la réaction totale en fonction de K, c'est que si on a grand K qui est supérieur ou égal à 10 puissance 4, alors on peut considérer la réaction comme totale. Alors effectivement, si cette information vous l'avez pas notée ou vous l'avez pas relevée pendant que votre prof vous l'a donnée, la question 4 devient carrément inaccessible. Mais justement, je suis là pour vous sauver et moi je vous donne le complément du cours. Bien, passons à la rédaction. L'énoncé nous donne K égale 10 puissance 54, donc K est strictement supérieur à 10 puissance 4. On peut considérer que la réaction de fonctionnement de la pile à 25 degrés est totale. Donc attention, il faut bien repréciser le 25 degrés puisque la constante K elle évolue en fonction de la température. Donc c'est bien à 25 degrés qu'elle est totale. Voilà pour notre question 4. Nous voilà maintenant à la question 5, et l'énoncé nous demande de montrer que la valeur de l'avancement final de la transformation est Xmax égale 14 mol, et il nous demande d'indiquer ce qu'il se passe lorsque cette valeur est atteinte lors du fonctionnement de la batterie. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est qu'on voit dans la question qu'on vous parle d'avancement final et on vous dit Xmax en même temps, donc là ça doit vous faire penser au tableau d'avancement. Et comme je le rappelle systématiquement en cours particulier, le tableau d'avancement est ton ami. En tout cas, il le faut. Alors, on va partir sur le tableau d'avancement. Salut psy, permets-moi de t'interrompre. Tu sembles croire que tes élèves considèrent le tableau d'avancement comme une formalité. Selon moi,
Ils auraient bien besoin d'un petit rappel. Non mais Léa, t'es sûre, le tableau d'avancement c'est un truc de première, y a pas besoin. Je me suis juste montré poli dans ma requête mais c'est un avis ferme et définitif. Donc dépêche-toi s'il te plaît. Bon, ok, c'est bon, allez, c'est bon, je vais faire le rappel, y a pas de souci. Bien comme demandé par Léa, je vais vous faire le rappel sur la méthode pour dresser un tableau d'avancement. Alors, en première étape, ça peut sembler anodin, mais vu les horreurs que j'ai vu tracer sur vos copies, je préfère le mettre dans la méthode, il faut tracer le tableau proprement. Je ne commenterai pas plus. Ensuite, en deuxième étape, il faut remplir la ligne initiale en faisant attention aux notations. Éventuellement dans l'énoncé, si on vous a déjà noté les quantités de matière initiale, il faut absolument récupérer ces notations-là et pas introduire d'autres notations. Pensez à votre correcteur qui va corriger 500 copies dans la journée, si vous commencez tous à prendre vos notations, à la fin vous le rendez fou. Donc on respecte, si les notations sont données dans l'énoncé, les notations de l'énoncé. En troisième étape, avant de remplir les lignes suivantes, donc que ce soit l'état intermédiaire, final ou l'état maximal, il faut bien identifier les coefficients stoichiométriques des espèces présentes dans votre équation bilan. Ça peut sembler anodin, mais même les meilleurs peuvent tomber à cette étape-là s'ils font pas attention aux coefficients stoichiométriques. Et enfin, on complète les lignes suivantes en faisant bien attention d'appliquer les coefficients stoichiométriques identifiés précédemment. Voilà, vous savez tout sur le tableau d'avancement, on peut le réaliser ensemble. Alors, première étape, on place tous les éléments qu'on va devoir remplir. Donc moi je vous ai mis l'état initial, l'état final et l'état maximal, puisque l'état initial y est toujours et final et maximal, je vous en ai parlé, on l'a identifié dans la question. Ensuite, je reprends bien comme il faut mon équation de fonctionnement de la pile. Voilà pour l'étape 1. Étape 2, on commence par remplir l'état initial. On sait que l'avancement au départ de la réaction, on a x qui est égal à 0. Ensuite, pour les quantités de matière, étant donné que cette fois on n'a pas de notation dans l'énoncé, je vais les noter N1, N2. Donc ici, éventuellement, vous pouvez retourner les deux termes pour qu'on ait une concordance avec les compartiments de la batterie, mais c'est pas nécessaire. Quand je parle des notations de l'énoncé, c'est vraiment lié aux quantités de matière, pas aux compartiments de la pile. Et ensuite, pour les produits, je sais que les quantités de matière initiales sont 0 et 0. Voilà pour l'étape 2. Ensuite, étape 3, j'identifie clairement mes coefficients stoichiométriques. Donc on a 1, attention pour le troisième, on a un 6, et enfin, on a 1 pour le dernier élément de notre équation. Voilà pour l'étape 3. Étape 4, maintenant que j'ai mes coefficients bien en tête, je peux me lancer sur les deux dernières lignes. Pour l'état final, l'avancement est noté XF. Du côté des réactifs, on sait qu'ils vont disparaître au fur et à mesure que XF va grandir, donc on a N1 moins XF, donc ici c'est 1 XF, mais vous notez simplement XF. Ensuite on a N2 moins XF, et pour les produits, on applique le coefficient stoichiométrique multiplié par XF, vous obtenez 6 XF pour la colonne avec le carbone, et XF pour la dernière colonne. Enfin, pour la dernière ligne, c'est un copier-coller de l'état final, avec cette fois Xmax à la place de XF. On obtient N1 moins Xmax et N2 moins Xmax pour les réactifs, suivi de 6Xmax et Xmax pour les produits. Voilà, vous avez un tableau d'avancement nickel. Maintenant qu'on a dressé le tableau d'avancement, on va pouvoir déterminer justement le Xmax, puisqu'on vous en parle en haut. On vous demande de le rapprocher de XF, mais ça viendra dans un deuxième temps. Alors, on va reprendre ensemble la rédaction complète pour déterminer l'avancement maximal d'une réaction. La première chose à faire, c'est de supposer que votre premier réactif est le réactif limitant, donc ici c'est le LiC6 solide, on va supposer être le réactif limitant. Concrètement, ça équivaut à dire que la dernière case que vous avez, je vous ai laissé le tableau affiché en haut, est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a consommé toute la quantité de matière disponible pour cet élément. On part donc avec l'équation N1 moins Xmax est égal à 0, d'où on obtient que Xmax est égal à N1, mais N1 c'est donc la quantité de matière initiale notée Ni de LiC6 solide, et souvenez-vous dans l'énoncé, on vous avait donné la masse disponible ainsi que la masse molaire de cette espèce dans l'énoncé. Ensuite, il vous suffit de faire une application numérique sans oublier de convertir la masse qui était de 1,1 kg, donc de bien rajouter le 10 puissance 3, de diviser par la masse molaire qui vous était fournie 78,9, et on fait attention aux chiffres significatifs, on en a que 2 à cause du 1,1, et vous obtenez comme résultat 1,4 fois 10 puissance 1 mol, si votre calculette est en mode scientifique, et ce 1,4 10 puissance 1, ça nous donne le 14 mol attendu par l'énoncé. Maintenant, on va regarder pour notre deuxième réactif, et même chose, on va supposer que c'est le réactif limitant. Comme tout à l'heure, vous obtenez que la dernière case de la deuxième colonne est égale à 0. On part donc avec cette équation N2 moins Xmax2 qui est égale à 0, et on obtient que Xmax2 est égal à N2, qui est égal à quantité de matière initiale de FePO4 solide. Et même chose ici, souvenez-vous, on nous avait donné la masse disponible en FePO4 ainsi que sa masse molaire dans l'énoncé. Bien, on passe à l'application numérique. Même chose ici, on n'oublie pas de convertir le 4,7 kg en grammes en multipliant par 10 puissance 3. On récupère la masse molaire donnée par l'énoncé. Même chose
chose ici, on a deux chiffres significatifs et on obtient 3,1 fois 10 puissance 1 mol qui donc nous donne 31 mol. Bien maintenant qu'on a les Xmax 1 et Xmax 2 de nos deux hypothèses, on va pouvoir maintenant choisir le plus petit des deux pour fixer la valeur de Xmax. On a donc Xmax 1 qui est inférieur à Xmax 2, donc LIC6 est le réactif limitant et Xmax est égal à 14 mol. Bien maintenant qu'on a déterminé le Xmax, on vous demande de rapprocher cette valeur de Xmax à l'avancement final, mais souvenez-vous, on avait dit que la réaction était considérée comme totale dans la question 4, et vous savez d'après votre cours que si la réaction est totale, XF est égal à Xmax, et on obtient bien que XF est égal à Xmax, qui est égal à 14 mol. Enfin, pour cette question, il fallait indiquer ce qu'il se passe lorsque la valeur est atteinte lors du fonctionnement de la batterie. Alors selon moi ici, il y a deux conséquences majeures au fait qu'on arrive à cette valeur-là. Alors après, l'énoncé vous précise qu'on parle du fonctionnement de la batterie, donc le premier réflexe est de dire que la batterie ne peut plus débiter d'électrons, et la deuxième conséquence c'est que vu que notre réactif limitant c'est LiC6, bien la matrice de carbone lithié a été complètement consommée. Voilà pour notre question 5. Nous voilà maintenant à la question 6 et l'énoncé nous demande de déterminer la valeur de la capacité électrique maximale Qmax de cette batterie. Avant de partir ici, on va faire un point sur le cours comme d'habitude et je vais vous donner le rappel pour calculer la capacité d'une pile. Dans votre cours, votre prof vous a donné que la capacité d'une pile notée Q est égale à NE- fois XF fois grand F. Alors dans cette expression, vous avez Q qui est la capacité de la pile en coulombs, vous avez NE- qui est le nombre d'électrons qui est échangé lors du fonctionnement de votre pile, ensuite vous avez XF qui est l'avancement final atteint quand votre pile s'arrête de fonctionner. Nous ici dans l'exercice c'est Xmax, mais dans le cours on vous a donné XF normalement. Et enfin vous avez grand F qui est ce qu'on appelle la constante de Faraday qui correspond à la charge d'une mole d'électrons. Donc on a grand F qui en fait est égal au nombre d'Avogadro fois petit e, la charge élémentaire. Bien, si je conserve ces deux formules et que je les fusionne, on obtient une autre expression de Q qui vous a peut-être été donnée dans le cours, mais je sais que régulièrement je la trouve pas dans tous les cours ou alors c'est donné dans les exercices, donc je préfère vous la noter comme un complément du cours, et on obtient que la capacité de la pile est égale au nombre d'électrons fois l'avancement final, fois le nombre d'Avogadro, fois la charge élémentaire. Bien, maintenant que ce point est éclairci, on va pouvoir se lancer sur le calcul de la capacité de notre batterie. On sait que Qmax est égal à NE fois XF fois grand F et que grand F est égal à NA fois petit e, d'où Qmax est égal à NE fois XF fois NA fois E. D'après l'équation de fonctionnement de la pile, il s'échange un électron par réaction, donc NE- est égal à 1, et on obtient en remplaçant le NE par 1 que Qmax est égal à XF fois NA fois E. Bien à ce stade, il nous reste à faire l'application numérique. On récupère la valeur de XF qui était égale à Xmax à la question précédente. Attention de bien récupérer la valeur exacte quand vous faites des calculs successifs à partir de valeurs obtenues précédemment. Le nombre d'Avogadro était donné par l'énoncé, et la valeur de la charge élémentaire aussi. Votre calculette vous fournit comme résultat 1,3 fois 10 puissance 6 coulombs, et vous pouvez conclure que la capacité Qmax de cette batterie est de 1,3 fois 10 puissance 6 coulombs. Alors ici, je me permets de vous donner un petit complément. Quand on parle de batterie de voiture, c'est plus correct de donner la charge de la batterie en ampères-heure qu'en coulombs. Bon, maintenant là je chipote, mais le but de mon intervention auprès de vous, c'est de vous apporter le maximum de valeur. Donc pour parler de la capacité d'une batterie, on va transformer ça en ampères-heure. Dans l'énoncé, on vous avait donné qu'un ampère-heure c'était égal à 3,6 fois 10 puissance 3 coulombs, et nous on a une charge de 1,3 fois 10 puissance 6 coulombs. On effectue le produit en croix pour trouver la charge en ampère-heure. On va donc diviser le résultat précédent, donc pareil je récupère la valeur exacte que je divise par 3,6 fois 10 puissance 3. J'ai pas noté le multiplier par 1,0 parce qu'ici ça n'apporte rien au calcul, et on obtient que la charge de notre batterie est de 3,7 fois 10 puissance 2 ampères-heure. Donc comme je vous dis, il n'y a aucune obligation de faire cette étape supplémentaire dans l'énoncé, mais quand on parle de charge de batterie, donner le résultat en coulombs, c'est pas fou. Donc voilà, je vous donne le petit complément pour en faire un petit peu plus. Et voilà pour notre question 6. Allez, nous voilà maintenant à la dernière question de cet exercice avec la question 7, et l'énoncé nous demande d'indiquer si la batterie permet le démarrage du véhicule. Je me permets de vous remettre les informations qu'on avait eues dans l'énoncé au départ. Le démarrage était possible si QD était égal à 45 ampères-heure, donc attention si on est supérieur ça marche, et ensuite en données on avait que 1,0 ampères-heure c'est égal à 3,6 fois 10 puissance 3 coulombs. À la question précédente, je vous ai montré deux façons de répondre à cette question, soit en laissant le résultat en coulombs, soit en passant le résultat en ampères-heure. Je vais vous donner ici les deux réponses
réponses possibles en fonction de ce que vous avez adopté pour la question 6. Dans un premier temps, si vous avez laissé le résultat en coulomb, soit maintenant vous pouvez le transformer en ampère-heure pour le comparer, soit vous pouvez convertir le QD en coulomb pour le comparer à la valeur de Qmax. Tout est possible. Ici, pour imager la conversion dans l'autre sens, je vais convertir QD en coulomb. D'après l'énoncé, il faut une charge QD égale 45 ampères-heure pour démarrer, et 1,0 ampère-heure, c'est égal à 3,6 fois 10 puissance 3 coulombs. On applique la conversion en multipliant cette fois-ci et non pas en divisant par 3,6 fois 10 puissance 3, et on obtient que QD en coulomb, c'est 1,6 fois 10 puissance 5 coulombs. Bien, on avait trouvé un Qmax qui était supérieur à cette valeur, ainsi Qmax est strictement supérieur à QD, donc la voiture peut démarrer. Voilà pour la première version, et sinon en version alternative, on avait déjà la valeur de Qmax qui était convertie en ampère-heure. On a montré à la question 6 que Qmax était environ égal à 3,7 fois 10 puissance 2 ampère-heure, donc Qmax est strictement supérieur à QD, la voiture peut démarrer. On arrive bien à la même conclusion, ce qui est normal, ce qui est normal. Ceci conclut la dernière question de ce sujet. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.